C'était il y a 50 ans, les 3 astronautes américains de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, atteignaient la Lune, un anniversaire célébré en grande pompe ici aux États-Unis. Un demi-siècle plus tard, le pays s'est fixé l'objectif de 2024 pour un retour sur le 5e plus grand satellite naturel du système solaire. Mais il y a des doutes sur la viabilité du projet sans une drastique augmentation du budget de la NASA. Davantage avec Arzuma Compaoré. Il y a 50 ans, la mission sur la Lune était à 2 doigts d'échouer à cause d'un problème informatique, comme en témoignent ces échanges entre Houston et les astronautes. Neil Armstrong a alors pris le contrôle manuel du vol afin d'éviter les rochers sur la zone d'atterrissage, brûlant ainsi plus de carburant que prévu. Quel est le niveau du carburant? Est-ce un bon endroit? Des avertissements, 60 secondes de carburant, 30 secondes, avec moins de 20 secondes de carburant, jusqu'à ce que l'aigle allunisse. Après le pas de Neil Armstrong sur la Lune, a suivi l'un des moments les plus angoissants de la mission pour l'astronaute Mike Collins, resté en orbite lunaire dans la capsule principale Columbia, seul moyen de transport pour revenir sur Terre. Il n'y avait plus qu'une seule fusée à leur disposition et ils craignaient que cela ne fonctionne pas. Nous savions que s'ils ne pouvaient pas redécoller pour une raison quelconque, je n'aurais rien pu faire. Columbia n'avait aucun train d'alunissage. Je n'aurais pas pu descendre pour les secourir. Je ne voudrais pas être à la place de la personne qui a laissé 2 astronautes sur la Lune. Cela ne m'aurait pas plu du tout. En fin de compte, celui qui semblait être le plus heureux de l'équipage n'était pas déçu lorsque les 3 héros sont revenus sur Terre, sains et saufs. Il y a tellement de choses qui auraient pu mal tourner. Pourtant, tout s'est bien passé. C'est ce que je garde de tout ceci. Tout s'est bien passé. Le 50e anniversaire nous rappelle cette chose incroyable qui s'est produite en 1969. Ils ont construit un vaisseau spatial et une fusée qui ont amené les humains dans un autre monde et cela a créé un moment d'unification de l'Amérique et d'inspiration pour le monde. Si nous pouvons aller sur la Lune, cela veut dire que si nous voulons vraiment que quelque chose se réalise, nous pouvons le faire. Après 1972, date de la dernière mission Apollo, seuls des robots sont retournés sur la Lune. En 2017, Donald Trump a relancé la conquête de la Lune et de Mars, qui prévoit le retour des Américains, dont la première femme, sur la Lune. La NASA est en train de construire la fusée la plus puissante de tous les temps, le Space Launch System, et une capsule baptisée Orion pour le retour des humains sur la Lune en 2028. Quant à Mars, une mission habitée est prévue dans les années 2030. Le président américain a attaqué aujourd'hui la couverture médiatique qu'il a qualifiée de dingue, des cris proférés par une centaine de ses partisans mercredi dernier. C'était lors d'un meeting de Donald Trump en vue de la présidentielle de 2020. Des supporters ont ainsi demandé de renvoyer des États-Unis une élue démocrate d'origine somalienne. Le locataire de la Maison-Blanche s'est déjà distancié de ces chants. Mais la polémique est loin d'être finie, comme nous allons le voir dans le reportage de Jim Malone avec le récit de Blanche Sanou. Devant une foule enthousiaste en Caroline du Nord, le président Trump a lancé une nouvelle attaque contre 4 démocrates au Congrès, toutes des femmes issues de la minorité. Ces idéologues de gauche voient notre pays comme une force du mal. La façon dont ils parlent si mal de notre pays. Ils veulent démolir notre constitution, affaiblir notre armée et éliminer les valeurs qui ont construit ce magnifique pays. Devant l'Assemblée, le président a ciblé Ilhan Omar, membre du Congrès du Minnesota, et le public a réagi devant ses propos en scandant « Renvoyez-la! Renvoyez-la !» Selon les sondages, la victoire du président Trump en 2016 a été stimulée par le soutien des électeurs blancs de la classe ouvrière. Mais beaucoup de démocrates, y compris le membre du Congrès Tom Malowski, pensent que le président frôle la catastrophe en essayant d'obtenir un soutien basé sur le ressentiment racial. Ces mots ne sont pas que des mots. Ils sont comme de l'essence que l'on pulvérise sur des étincelles dans des esprits perturbés. Une accusation dont le président a réfuté, tout en continuant à attaquer violemment les 4 élus démocrates, en les exhortant à quitter le pays si elles étaient malheureuses. Même si certains républicains se sont plaints de ces attaques, beaucoup d'autres soutiennent le président, y compris le sénateur John Kennedy.
Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Corée du Nord, c'est l'Amérique et si vous détestez notre pays, vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. Beaucoup d'élus démocrates dénoncent ouvertement les opinions du président Trump. Parmi eux, le député Dean Phillips. Si le racisme devient une question partisane dans ce pays, cela nuira au travail qu'ont accompli nos fondateurs. C'est mal agir envers notre Constitution et envers toutes ces personnes pour qui l'Amérique représente un chez-soi. Les remous politiques de ces dernières semaines présagent, selon certains analystes, une campagne présidentielle des plus instables. Ailleurs dans l'actualité, l'Union africaine met en garde aujourd'hui contre d'éventuelles restrictions au voyage vers la République démocratique du Congo ou en provenance de ce pays, malgré le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola. Pour John Kenkasong, chef du Centre africain de contrôle des maladies, une telle mesure entraverait la lutte contre Ebola. L'épidémie qui a éclaté dans l'est de la RDC il y a environ 1 an vient d'être reconnue comme une urgence de portée internationale, une situation qui préoccupe également le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Raouf Mazou est le directeur de son bureau pour l'Afrique. Bien sûr, tout le monde est inquiet car l'épidémie d'Ebola pourrait avoir un impact dévastateur sur le continent. Vous avez 2400 cas, environ 1500 personnes sont décédées et de nombreux réfugiés se sont déplacés dans la région. Et c'est ce mouvement de personnes qui peut réellement contribuer à la propagation de la maladie si elle n'est pas correctement gérée. Mais l'aspect positif, c'est que le Haut Commissariat pour les réfugiés et les gouvernements ont mis en place des plans d'urgence très mobiles pour veiller à ce que les gouvernements ne décident à aucun moment de bloquer ou de fermer les frontières, car c'est alors que les problèmes commencent. Lorsque vous fermez les frontières, vous finissez par faire passer les personnes par des points de passage frontaliers irréguliers. Au Soudan, le pouvoir militaire et les meneurs de la contestation ont conclu cette semaine un accord crucial sur le partage du pouvoir, mais une rencontre prévue aujourd'hui pour discuter de points en suspens déterminants pour l'avenir du pays a été reportée. Des réserves ont été exprimées par 3 groupes rebelles sur l'accord de mercredi. Pour l'heure, pas de nouvelle date pour ces pourparlers entre les deux camps qui sont donc parvenus à une déclaration politique après des mois de manifestations marquées par la destitution d'Omar el-Béchir en avril dernier. Un conseil souverain avec des militaires et des civils dirigera le pays pendant un peu plus de 3 ans. Le Soudan, un pays ravagé par des décennies de conflits, Bigoua Chouol est une poète en exil. Elle a décidé de jeter un regard sur les années de guerre qui ont contraint les gens à fuir. Dans son poème intitulé « Ode de naissance », elle évoque également la situation critique des réfugiés soudanais. Son histoire nous est contée par Thierry Kaoré. Aux enfants dont les sacs amniotiques ont été rompus par des éclats d'obus. Nous connaissons la guerre à travers les yeux enfoncés. Nous la connaissons à travers la douleur de la faim et à travers nos pieds calleux et criblés de cloques. Je suis Bigoua, écrivaine et poétesse. Bigoua ignore comment sa famille a fui son domicile, mais on lui a raconté qu'elle avait été mise dans un seau et portée sur la tête par des parents plus âgés alors qu'ils fuyaient les balles. Avoir vécu comme réfugié assez jeune, sans la comprendre, si cette histoire ne vous a pas été racontée, c'est presque comme si vous entrez dans un nouveau chaos. Vous entrez dans une nouvelle guerre qui est assez subtile. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, mais le pays a sombré dans la guerre civile 2 ans plus tard. Près de 400 000 personnes sont mortes des suites de la guerre, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Quand vous avez vécu l'expérience du déracinement, vous n'avez plus vraiment le sentiment d'être en sécurité. Ça n'arrive jamais. Vous ne posez jamais vos valises. Je ne me suis jamais vraiment sentie chez moi. À travers la poésie, Bigoua espère créer un dialogue sur l'impact de la guerre sur chaque réfugié. Pour elle, la poésie pousse à l'introspection, la découverte de soi.
Elle s'interroge sur ses racines et sur son destin et celui de son peuple. L'Afrique abrite le deuxième poumon de la planète, mais les forêts dans de nombreux pays du continent sont en danger. D'après l'ONU, la déforestation demeure un enjeu écologique majeur. Au Niger, toutefois, plus de 200 millions de nouveaux arbres ont changé le paysage de toute une partie du pays. Connus comme les arbres Gao, ils n'ont pas été plantés, mais sont protégés par les agriculteurs nigériens qui ont compris leur atout pour la vie agricole. C'est un reportage de Anne Zouanke que nous relate Irénée Hermanungo. Des agriculteurs comme Ibrahim Omar ont remarqué depuis quelques décennies qu'ils obtenaient de meilleures récoltes des semences déposées sous cet arbre épineux appelé localement Gao. Ils ne coupent pas le Gao comme ça parce que Gao, c'est un arbre qui est très important. Les gens aiment ça dans leur champ, dans leur jardin. Les éleveurs de bétail ont également découvert que leurs animaux pouvaient manger les feuilles et les fruits de l'arbre. L'alimentation des animaux là, c'est que les animaux même aiment trop. C'est les feuilles des haricots. Plutôt que de transformer le Gao en bois de chauffage comme plusieurs autres arbres, les agriculteurs et les éleveurs ont commencé à les protéger. Le Niger compte aujourd'hui plus de 200 millions d'arbres de plus qu'il y a 3 décennies. Les efforts de reverdissement de plus de 5 millions d'hectares entrepris par le Niger ont donné suite à une inspiration des pays voisins. Le Gao est le seul arbre qui pousse durant la saison sèche du Niger qui dure 8 mois. En le protégeant, les agriculteurs et les éleveurs de bétail ont non seulement accru leur production, mais ils ont aussi considérablement élargi les espaces verts du pays et repoussé le désert. Un drone a bombardé une base de paramilitaires pro-Iran en Irak. D'après le commandement militaire du pays, l'attaque a tué un combattant irakien et blessé 2 Iraniens. Les États-Unis ont immédiatement fait savoir qu'ils n'étaient pas les auteurs de ce bombardement survenu dans la nuit d'hier au nord de la capitale Bagdad, sur fond de crainte des autorités irakiennes que les tensions entre ces 2 grands alliés, Washington et Téhéran, ne dégénère sur son propre sol. Énorme explosion dans une usine en Chine. Aujourd'hui, au moins 2 personnes ont été tuées, 18 blessés et 12 sont portés disparus. La déflagration s'est produite dans un atelier de l'usine Henan Coal Gas, située dans la localité de Yima, à environ 900 km de Pékin. Elle a touché une unité de séparation de l'air de l'usine, mais pas les zones de réservoir de gaz. L'explosion a fait voler en éclats les vitres et portes des immeubles dans un rayon de 3 km. D'après la télévision d'État, CCTV, des explosions accidentelles surviennent régulièrement en Chine, généralement dans le secteur industriel. Vous êtes branchés sur VOA Afrique et vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de la capitale américaine. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et maintenant le sommaire de la seconde partie de votre journal. Une tranche dominée par le dénouement tant attendu de la CAN 2019, l'événement footballistique qui tient toute l'Afrique en haleine.
Le Sénégal de Mané ou l'Algérie de Mahrez. La finale oppose deux pays en quête de gloire depuis des décennies. De Dakar à Alger en passant par Washington, les supporters des deux camps rêvent d'un moment historique, le premier sacre des Lions de la Teranga ou la deuxième étoile des Fennecs. Dans son journal de la CAN, Yacouba Ouedraogo va nous faire vivre en direct la grande fête du foot. Eh bien oui, vous l'avez compris, c'est le match de foot qui déchaîne les passions. Et il a débuté il y a maintenant une quarantaine de minutes au Caire, en Égypte. Les deux meilleures équipes de la CAN 2019 s'affrontent en finale. Algérie ou Sénégal, le vainqueur va être couronné un peu plus tard ce soir. Sans plus tarder, je passe le relais à Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous et à toutes. Vous l'avez dit, c'est le grand jour. On connaîtra tout à l'heure le successeur du Cameroun, vainqueur de la CAN 2017 au Gabon. La finale de cette première édition à 24 équipes se joue présentement au stade international du Caire. L'Algérie attend un deuxième sacre continental depuis près de 30 ans. Le Sénégal, lui, n'a pas encore une seule étoile à son palmarès dans cette compétition et joue sa deuxième finale de CAN 17 ans après. Nous allons en parler tout au long de cette seconde partie du journal avec trois intervenants. Amdine Si, notre correspondant sportif à Dakar, présentement au stade international du Caire. Echa Saray, envoyé spécial de la VOA dans la capitale sénégalaise. Et notre collègue Arzouma Kompaoré, ici à Washington. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Yacouba. Alors, Amdine, je commence par vous. Nous sommes à quelques minutes de la mi-temps de ce choc et le score est de 1-0 pour l'Algérie, un but matinal. Et comme vous l'avez dit, c'est l'Algérie qui mène par 1-0, un but marqué à la deuxième minute. Il faut dire que l'Algérie a entamé cette finale de la plus belle des manières puisqu'on marquait ce but. C'est vrai que c'est un but gagnant, car c'est Bounja qui l'a marqué, certes, mais c'est une frappe qui a été détournée par Sané et le gardien sénégalais Gomis pensait que le ballon allait sortir, mais grande a été sa surprise de voir le ballon faire trembler les filets. Donc c'était à la deuxième minute. Il faut dire que c'est le deuxième but encaissé dans cette CAN par l'équipe nationale du Sénégal. La première remonte au deuxième match, c'était contre cette même équipe de l'Algérie. Ce but matinal a coupé un peu les jambes des Lions du Sénégal, mais ils ont repris, ils ont pris les choses en main par cette équipe de l'Algérie qui est attentive, mais c'est normal puisque c'est une stratégie qui fait, puisque l'arbitre vient de soulever la mi-temps et les deux équipes, c'est l'Algérie qui mène. Donc on peut dire que pour le moment, l'Algérie a négocié quand même la première partie de cette finale puisque l'Algérie mène au score. L'Algérie est à 45 minutes maintenant d'un deuxième sacre historique, alors que pour le Sénégal, il faut encore attendre encore, puisque si on ne réagit pas durant la seconde période, le Sénégal risque de passer à côté une nouvelle fois. Mais rien n'est encore joué puisqu'il reste encore 45 minutes, Yacouba. Alors, Amdine, je reste avec vous. Justement, pour cette seconde période, vous l'avez dit, le Sénégal est mené. Quelle solution de réchange pour Aliou Cissé? Faut-il aller à une attaque à outrance? Tout à fait, c'est un match de coupe, un match à l'état oméga, un match de coupéré. Donc, Aliou Cissé doit jeter son va-tout. D'abord, il faut un bon discours durant l'habitant. Il faut savoir trouver les mots justes pour galvaniser ses poulains. Mais ensuite, effectuer des changements, puisqu'il y a un joker comme Crépin qui est sur le banc. On a vu que du côté sénégalais, c'est Ismaël Sarr qui essaie tant bien que mal de déborder sur son flanc. Mais à chaque fois, il tombe très vite et les joueurs algériens disent à l'arbitre qu'il triche. L'arbitre, c'est vrai, sur des coups francs, mais pour le moment, ce n'est pas encore ça au niveau quand même du flanc. Sur le flanc gauche, c'est rien, inexistant. Mais certes, il a créé une occasion en tirant quand même un bon ballon qui a manqué le cadre. Sadio Mané essaie aussi de prendre les choses en main. Mais pour le moment, je dirais que le Sénégal a perdu la bataille du milieu de terrain. Le Trident, Gana, Henri Saivet et Papa Ndiaye
ce président est inexistant pour le moment. Donc il va falloir se battre pour conquérir le milieu de terrain. A des solutions sur le banc, je pense que le fera Yacouba. Merci bien Amdine Si depuis le stade international du Quai où se joue donc cette finale entre le Sénégal et l'Algérie, Jacques. Absolument. Et en tout cas, on va rester sur le continent Yacouba parce qu'en tout cas, moi, j'aurais bien aimé connaître l'ambiance dans l'un des pays finalistes de la CAN 2019. Eh bien, Jacques, direction donc tout de suite Dakar pour retrouver Echa Saray, notre envoyé spécial dans la capitale sénégalaise. Echa, vous êtes à la place de l'obélisque. On va dire, comment avez-vous vécu cette première partie en compagnie des fans des Lions de la Teranga? Soit il y a un décalage, ou bien Echa a pas mal de difficultés pour vous entendre. On espère bien qu'on va la retrouver le plus tôt possible, mais vous le savez, la finale se joue au Caire en Égypte, donc ça se passe sur le continent africain, mais aussi ici aux États-Unis, eh bien, il y a des fans sénégalais et algériens qui se démêlent. On va essayer de retrouver Azuma Compaoré, quelque part ici à Washington, DC. Azuma, si vous m'entendez, bonsoir. Bonsoir Yakou, vous voyez je suis au rythme du Mbalar ici. Ici tout le monde est toujours confiant, on a toujours l'espoir. Malgré les 1 but encaissés, il y a pas mal de bruit comme vous voyez ici. Alors je vais demander à M. DJ Talla, est-ce que vous avez encore l'espoir? Quelle est la situation à ce moment? Mais c'est un match, and this is the final, this is the time we've been waiting for. Sénégal gonna take it over. Là nous sommes prêts, il y a toute la communauté sénégalaise qui est derrière les Lions du Sénégal. 1-0 Algérie, mais ça veut rien dire. La deuxième mi-temps, les Lions vont leur montrer de quel bord on se chauffe. Et Madame Khadija Assi qui est ici aussi. Alors, comment vous évaluez la prestation des Lions jusqu'à ce moment-là? Très bonne. La prestation des Lions est plus que bonne. On a confiance et c'est le premier mi-temps, rien n'est encore joué. Oui. On a confiance à nos joueurs et on sait que la coupe sera au Sénégal. Inch'Allah, super. Allez Yacouba, comme vous le voyez, l'ambiance est toujours au cœur de tout le monde ici. Et les gens ont toujours confiance. Sénégal, ce n'est que la première. Azuma, vous n'allez pas nous quitter de sitôt. Voilà. Azuma, vous n'allez pas nous quitter de sitôt. On va vous permettre de continuer à tendre votre micro à quelques fans sénégalais. Très bien, ok. Je vais demander à un autre fan qui est là, qui va nous dire un peu rapidement ce qu'il veut. Il est un peu timide, mais je vais demander à quelqu'un d'autre. En tout cas, Yacouba, ce qu'on peut dire ici, on est à peu près une centaine de personnes qui sont venues ici au centre de Silver Spring. Et nous avons une jeune fan qui est là. Voilà. Alors, comment tu t'appelles et puis qu'est-ce que tu penses de la prestation des Lions? Je pense qu'ils ont fait un très bon travail, mais que quand même, ce serait meilleur si on gagnait. Et on est tous pour les Lions. Oui. Et qui est ton joueur favori? Sadio Mané. Pourquoi? Parce qu'il est très fort et... Parce qu'il est très fort. Et il joue bien. Et il joue bien. Oui. Ah oui. D'accord, ok. Alors DJ Talla, vous avez organisé cette watch party. Oui. Alors, comment est-ce que vous vivez ça? Pourquoi vous avez tenu à organiser un tel événement ici au cœur de Silver Spring? Mais bon, Silver Spring, c'est un quartier très métropolitain. Actuellement à Maryland, particulièrement dans le Silver Spring, il y a toute la communauté africaine qui est présente ici. Et avant tout d'abord, nous sommes des Sénégalais, mais on célèbre l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui joue actuellement. C'est les pays africains qui jouent. Et il y a toute la communauté africaine, pas juste les Sénégalais. Il y a les Béninois, les Congolais, le Mali, la Guinée, la Gambie. Toute l'Afrique est là présente. Et avec nos amis américains, là, on va célébrer le football africain. Si on devait vous demander quel est votre souhait quel est le score que vous souhaitez à la fin de ce match? Mais bon, le score que je souhaite et que je confirme, c'est 3-1 Sénégal. 3-1 pour le Sénégal. Inch'Allah. Alors Yacouba, on va se retrouver à la fin du match pour voir si effectivement le Sénégal va remporter 3-1 ou est-ce que ce sera l'Algérie qui va remporter cette finale. En tout cas, on dit ici, l'ambiance continue et on va continuer à danser notre mbala. Merci bien Azuma Compaoré donc depuis quelque part ici à Washington. On va repartir à Dakar pour tenter de retrouver Isha Saray, notre envoyé spécial dans la capitale sénégalaise. Alors Isha, si vous m'entendez, bonsoir. Alors, vous avez vécu cette première partie du match avec des fans sénégalais autour de vous. Dites-nous, qu'en est-il?
de l'obélisque à Dakar, comme vous avez dit, la capitale sénégalaise. Il y a pas mal de monde ici. Donc l'Algérie a marqué un but dans la 2e minute. Mais je demande ici aux Sénégalais, est-ce que vous êtes encore confiants pour la deuxième partie? Oui. Qu'est-ce que l'équipe du Sénégal doit faire pour gagner le coupe? Oui. On doit jouer, on doit respecter ça. À chaque fois, Bon, merci beaucoup. Comme vous pouvez voir que les Sénégalais sont toujours confiants de gagner le coup. Et merci beaucoup. On va voir à la suite. Merci donc à vous, Isha Saray, depuis la capitale sénégalaise Dakar. Jacques, il n'y a pas que les Sénégalais qui y croient. Évidemment, peut-être qu'on peut écouter quelques fans des Fennecs. Allez-y. Alors, si on les a, ou peut-être... Naturellement, l'équipe nationale algérienne n'a pas atteint la finale depuis 29 ans, depuis 1990. Si Dieu le veut, la nouvelle génération qui n'a pas vécu cette finale aura la chance de gagner cette Coupe d'Afrique pour que nous obtenions notre 2e étoile sur le maillot. Si Dieu le veut, sur la terre de l'Égypte. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons gagner. Nous allons marquer 3 buts et ramener la Coupe en Algérie. Évidemment, ils sont tout aussi excités, Yacouba. Je m'attends à une grosse déception quelque part parce qu'il n'y aura qu'un seul champion. Et le voit bien, Sénégalais et Algériens sont super excités. Donc on ne sait pas. Et vous savez ce que je retiens de tout ça? C'est la danse de Azouma Compaoré avec les membres de la diaspora sénégalaise ici à Washington. Juste rappeler que c'est la pause du côté du stade international du Caire. Le score est toujours de 1-0 pour l'Algérie. Un but inscrit à la 2e minute par Bagdad Bounedja et donc l'attaquant de l'Algérie. Et donc, il reste encore 45 minutes pour le Sénégal pour revenir dans la partie. Et 45 minutes, bien sûr, pour l'Algérie. Évidemment, on n'a pas le score final, Yacouba. Certainement, vous allez revenir lundi pour un récapitulatif lundi, on aura le temps de revenir tournoi. Sur ça et parler de long en large du vainqueur de cette 32e édition de la CAN, Égypte 2019. Yacouba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Malheureusement que la CAN prend fin. Bon boulot. Malheureusement, ça passe trop vite. Bon, voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se jette à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end. À lundi. Merci.